16 janvier 1987. Le monde politique français est en alerte maximale. Une publication du journal L'Express sème le trouble au sein des ministères, et plus particulièrement au ministère de la Défense. Le rapport du contrôleur général des armées, Jean-François Barba, dévoile au grand jour ce qui restera comme l'un des plus gros scandales de la première cohabitation, pour reprendre les termes de l'Express. L'affaire Lucher, comme on l'appelle, du nom de l'entreprise d'armement qui est accusée d'avoir illégalement exporté des armes à l'Iran, va discréditer les plus hautes sphères de l'État, à commencer par le ministre de la Défense en personne, Charles Hernu. Déjà abordée dans une publication de la Presse de la Manche en février 86, cette affaire militaro-industrielle va aboutir sur un non-lieu douteux. Dans quel contexte s'est déroulé ce scandale ? Est-ce que le Parti socialiste a été financé par la vente de ses armes à l'Iran ? Qui a couvert l'entreprise Lucher ? Direction la France de Mitterrand de la fin des années 80. Ce récit sera accompagné d'extraits de reportages de l'Institut national de l'audiovisuel disponible sur leur YouTube, et un grand merci à Benjamin derrière la console. « 1981. La gauche est au pouvoir. Pour une majorité de Français, François Mitterrand et son gouvernement, emmené par le Premier ministre Pierre Mauroy, incarnent un nouvel idéal. Sur le plan des relations internationales, ce changement politique va avoir de nombreuses conséquences. Entre l'Iran et la France, les relations vont considérablement changer. Le général de Gaulle avait instauré le prestige français auprès du Shah d'Iran. Par exemple, la langue qu'utilisent les politiques iraniens à cette époque n'est autre que le français. Quand l'Iran décide de construire des centrales nucléaires au milieu des années 70, c'est bien une entreprise française qui héritera du contrat. Bref, tout se passait bien jusqu'à l'arrivée de la République islamique au pouvoir. Et puis, en 81, il y a cette histoire de bombardement par Israël d'une centrale nucléaire irakienne que la France critique vivement en se rangeant du côté de l'Irak. Sauf qu'entre l'Iran et l'Irak, c'est pas l'amour fou. Mais alors pas du tout. Entre 1980 et 1988, les deux pays vont rentrer dans une guerre ouverte qui fera près de 800 000 morts. La France soutient alors explicitement l'Irak dans le conflit opposant les deux nations, notamment en vendant des Mirage F1 à l'Irak et en prêtant des super étendards pour aider l'Irak à détruire les installations iraniennes. Pourtant, dès 1982, la France va contourner l'embargo, donc l'interdiction d'exporter des marchandises vers un pays, en vendant des obus à l'Iran et par cargos entiers. Cherbourg, 1985. Les marins s'affairent à charger un cargo. Enfin 3 cargos pour être précis. L'itinéraire de 2 d'entre eux, le Nicole et le Trottenbulls, laisse perplexe le journaliste de la Presse de la Manche, Daniel Jubert. Il travaille sur un énorme scoop, comme on dit dans le milieu. Les bateaux doivent quitter le port de Cherbourg à destination du port iranien de Bandar Abbas. Mais cette information sur la destination des 2 cargos est l'élément central de l'enquête qu'a réalisé le journaliste de ce journal de province. Les 2 cargos, sous pavillon du Bahamas et chypriote, sont selon les autorités en partance pour la Thaïlande, le Brésil et le Portugal. En se référant au Lloyd's of London, un assureur maritime anglais, il a pu se procurer les documents pour prouver que les cargos ont en réalité déchargé leur cargaison au port iranien de Bandar Abbas. Et leur cargaison, quelle est-elle ? Entre 1982 et 1987, date de la sortie médiatique nationale de ce scandale, c'est pas moins de 450 000 obus qui ont transité de la France vers l'Iran. Par qui ? Via l'entreprise Lucher, spécialisée dans la vente d'armement. Daniel de Wavrin, le PDG de l'entreprise, ne semble pas s'étouffer avec ses états d'âme quand on vend des armes à un pays allié, l'Irak, mais que dans le même temps, on vend aussi des armes au pays avec lequel il est en guerre, l'Iran, on peut aisément dire que le concept d'état d'âme est tout à fait relatif. C'est par l'intermédiaire du rapport Barba, publié dans l'Express le 16 janvier 1987, que les hautes sphères vont être éclaboussées. Ce rapport, commandé par André Giraud, alors ministre de la Défense du gouvernement Chirac, va confirmer les informations publiées dans l'enquête réalisée 1 an plus tôt par Daniel Jubert. Grâce à l'utilisation des end-users, des bidons qui certifient que l'État acheteur est bien le destinataire du matériel, l'entreprise Lucher va berner tout le monde. Tout le monde, sauf le ministre de la Défense de l'époque Charles Hernu. Le rapport de Barba confirme que le cabinet du ministre, notamment par l'intermédiaire de Jean-François Dubos, un de ses plus proches conseillers, aurait couvert ce trafic de grande ampleur. Voici la défense de Charles Hernu à l'époque. Il n'y a jamais eu
tant que j'étais ministre de la Défense, d'autorisation donnée par le gouvernement pour ces exportations. Alors, est-ce que cela exclut de possibles trafics d'armes, de possibles ventes d'armes? Non, il y en a eu d'autres dans le passé. Armand Vautrin, principale source du rapport, assure même lors de son audition que par le biais de rétrocommissions sur la vente de ces obus, d'importantes sommes d'argent auraient été versées sur un compte occulte pour alimenter les caisses du Parti socialiste. Politique, vente d'armes et corruption, le triptyque est célèbre. L'enquête s'ouvre officiellement. Le 4 novembre 1987, le rapport complet est déclassifié. Fini le secret défense, place à la justice. Ou plutôt, un simulacre de justice. Malgré l'inculpation de Jean-François Dubos, l'un des plus proches conseillers du ministre de la Défense de l'époque et du PDG de l'UCR, De Wavrin, pour corruption, usage de faux et infraction à la législation sur les commerces des armes, aucune peine ne sera retenue contre eux. Pourquoi ? Le sujet, portant sur le non-lieu dans le JT d'Antenne 2 du 16 juin 1989, vous l'explique point par point. En 1988, peu avant les élections présidentielles, la première loi sur la transparence financière de la vie politique est votée. Elle sera renforcée chaque année depuis ce premier projet. Mais cette pratique, devenue quasiment un sport national, verra par exemple l'athlète Sarkozy user de toutes ses relations pour financer sa campagne de 2007 dans ce que l'on appellera l'affaire Sarkozy-Kadhafi. La conclusion du journal d'Antenne 2 du 16 juin pourrait également s'appliquer à cette affaire. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.